Comme l'a dit Johan, évoquer Marguerite Duras, c'est évoquer quand même l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. C'est vrai que c'est une œuvre qui est extrêmement féconde, extrêmement riche, extrêmement abondante. Et pour ceux qui ne connaissent pas Duras, je voudrais rappeler quand même plusieurs choses. Bon, d'abord, Marguerite Duras, c'est une romancière. Ça commence dans les années 50 avec un livre qui s'appelle Un barrage contre le Pacifique. Et puis, ça va se terminer par d'autres ouvrages, une cinquantaine, une soixantaine d'ouvrages, dont L'Amant, qui obtiendra le prix Goncourt en 1986. Là, c'est bien sûr une immense romancière. C'est une dramaturge. Il ne faut pas oublier que Marguerite Duras a écrit un certain nombre de pièces de théâtre tirées ou pas de ses livres. Notamment, elle faisait jouer ses pièces par la compagnie Renaud-Barrault. Et peut-être certains d'entre vous ont eu la chance de voir Madeleine Renaud dans L'Amante anglaise, par exemple, ou dans des journées dans les arbres. Voilà, donc c'est aussi ça, Marguerite Duras. Marguerite Duras, c'est aussi une cinéaste, hein, puisqu'elle va tourner une dizaine de films, dont India Song, dont on reparlera, mais aussi La Musica, mais aussi Le Camion, mais aussi, d'autres avec des acteurs célèbres, hein, enfin qui sont devenus célèbres par la suite. Gérard Depardieu, Delphine Seyrig, Michael Langsdale, enfin j'en passe. C'est quelqu'un qui a occupé une place dans le cinéma, une place controversée, mais une place dans le cinéma. C'est aussi une scénariste, peut-être vous savez ou vous ne savez pas, mais c'est Marguerite Duras qui a écrit le script d'Hiroshima mon amour d'Alain Resnais, qui est un film magnifique, là aussi qu'il faut revoir. C'est aussi une journaliste, hein, puisque pendant un certain temps, elle a donné une chronique dans le journal Libération. Donc, Duras, c'est tout ça. Et puis, il faudrait rajouter aussi un point important dans l'œuvre de Duras, c'est le livre La douleur qui raconte l'histoire du retour de Robert Antelme, son mari, du camp de Dachau, avec toute une histoire. Bon, il y a eu un film aussi tiré d'ailleurs récemment de ce récit. Voilà, donc Marguerite Duras, encore une fois, quand on s'attaque à Duras, on s'attaque au dur, c'est-à-dire, et je ne parlerai pas de tout Duras aujourd'hui parce que c'est impossible. Et puis, peut-être certains d'entre vous, je vous invite d'ailleurs au cours de ce petit moment passé ensemble, ben, vous aurez des remarques à faire ou des choses à dire aussi, vous, sur Duras, parce que moi, je n'ai pas la prétention comment dire, ben voilà, Hiroshima, mon amour. Emmanuel Riva. C'est un film magnifique. Hein. Enfin, je veux dire, bon, alors moi, c'est vrai que je ne suis pas très objectif quand je parle de Marguerite Duras, sauf sur d'autres trucs, mais voilà. Donc, si on va s'attacher à quelque chose, donc j'ai intitulé ça l'écriture de la passion, parce que la passion, c'est quand même la grande aventure de Marguerite Duras. Mais avant de peut-être d'aborder cette affaire-là, il faut quand même refaire aussi un peu le parcours de Marguerite Duras, de façon à ce que vous vous situiez, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent mal, un petit peu dans l'histoire, qui est Marguerite Duras. Donc, elle naît en 1914. Elle naît dans un petit village à côté de Saïgon. Elle est d'un père qui est prof de maths et d'une mère qui est institutrice. Son père s'appelle Donadieu et Marguerite Duras changera son nom de Donadieu, elle deviendra Duras en mémoire du petit village d'où est originaire son père dans le sud-ouest de la France. Donc son père est prof de maths, sa mère est instite, et donc ils sont partis en Indochine dans les années 20. Il faut savoir, enfin là aussi, hein, je veux dire, je m'excuse hein, pour ceux qui connaissent parfaitement, mais je crois qu'il faut quand même rappeler ça. Il faut savoir qu'à l'époque, dans toutes les villes, il y avait des appels pour que les Français aillent dans les colonies. Et donc les Duras, enfin les Donadieu, répondent à un appel d'aller dans les colonies. Non pas pour faire de l'argent, eux, c'était vraiment pas le cas, mais c'était un peu comme à l'époque, on pensait les hussards noirs de la République. C'est-à-dire, on allait aux colonies pour, éduquer, faire progresser la population autochtone. Et c'est comme ça que les Donadieu, sont partis en Indochine, et notamment dans le sud de l'Indochine, c'est-à-dire, dans le delta du Mékong. Hein.
On disait l'Indochine à l'époque, hein, c'était l'Empire français. Donc, ils vont aller en Indochine. Le père de Marguerite Duras va mourir assez rapidement. Et donc, Marguerite Duras, excusez-moi, je dis Marguerite Duras, Marguerite Donadieu, mais bon, on va je ne vais pas l'appeler Marguerite quand même. Marguerite Duras va vivre avec sa mère et ses deux frères dans cet endroit de l'Indochine, enfin du Vietnam aujourd'hui, qui est globalement le delta du Mekong, avec aujourd'hui quand même un bout du Cambodge, puisque la propriété de la mère de Duras se situe plutôt au Cambodge. Et parce que cette femme donc, va décider un jour d'acheter une propriété. Ben voilà, le Cambodge, donc le Cambodge, la Cochinchine. Donc, cette femme va décider d'acheter une propriété agricole du côté dans le golfe du Siam. Ça va être une catastrophe absolue parce que avec les marées, je veux dire, les terres sont envahies par la mer très très souvent. Ça laisse du sel et du coup, on est incapable de cultiver quoi que ce soit dans cette propriété. Ça donnera un des premiers livres de Marguerite Duras qui s'appelle Un barrage contre le Pacifique, puisque la mère de Duras va, je veux dire, essayer de construire des barrages pour empêcher, la mer de ravager ses terres. Alors, entre parenthèses, anecdotiquement, elle appelle ça un barrage contre le Pacifique. Je me suis demandé pourquoi contre le Pacifique, parce que ce n'est pas du tout sous le Pacifique. Mais c'est parce que dans la folie, enfin la folie, oui, je ne sais pas si la mère de Duras était folle, mais enfin, elle était quand même bien, bien cognée. Et comment dire, dans sa folie, admettons, elle s'imaginait que c'était l'immensité du Pacifique qui ravageait ses terres. Ce n'était pas du tout le Pacifique, c'était encore une fois les mers du golfe du Siam. Mais enfin, il n'empêche que ça donne lieu, cette ferme, enfin, ces terres donnent lieu à un immense roman qui s'appelle Un barrage contre le Pacifique. Voilà, Un barrage contre le Pacifique, qui, entre parenthèses, a été promu chez Gallimard par Raymond Queneau. Raymond Queneau a été on ne connaît pas très bien aujourd'hui, mais Raymond Queneau a été un grand découvreur d'écrivains, dont Marguerite Duras. Voilà, donc elle vit dans une famille dont on dira un tout petit mot tout à l'heure, avec son grand frère et son petit frère, dans une misère extrême. Ils n'étaient pas pauvres de chez pauvres, mais ils vivaient dans une matérialité absolument énorme. Elle va faire des études en France, Marguerite Duras, elle va venir plusieurs fois en France, elle va faire des allers-retours entre Sadek, puisque c'est globalement autour de Sadek que Duras va vivre avec sa maman, et elle va faire donc des allers-retours pour faire des études, et puis elle va faire son lycée, sa deuxième partie de bac, elle va le faire à Saigon, et puis en 1933, elle va définitivement revenir en France. Donc la période de Duras en Indochine, c'est 1914-1933, et en 1933, elle rentre en France. Alors, 1933, donc c'est tous les événements politiques de la France de l'époque. En 1944, plutôt en 1942, elle va entrer en résistance avec son mari Robert Antelme dans le réseau de résistance de François Mitterrand. Vous avez un très beau livre de dialogue entre François Mitterrand et Marguerite Duras sur toutes ces questions de la résistance. Vous savez que Mitterrand a été lui aussi, après un passage à Vichy, un grand résistant. Donc, il y a la guerre. Son mari, j'en ai dit un mot tout à l'heure, Robert Antelme, est pris et déporté à Dachau. Il sortira de Dachau en 1944, ou 1945 plutôt, et il va sortir dans un état absolument épouvantable, grâce entre autres à la force de persuasion de François Mitterrand, qui à l'époque, en 1945, occupe déjà des postes ministériels. Mais Robert Antelme va rentrer dans un état absolument pitoyable. Ça va donner lieu à un des plus grands livres sur la déportation qui ait jamais été écrit, avec peut-être celui de Primo Levi, qui s'appelle chez Robert Antelme, l'espèce humaine. Pardon, l'espèce humaine. Si vous avez l'occasion de lire ça, c'est un très très grand livre.
Donc voilà, il va y avoir tout cet épisode de la résistance, comment elle va, et ça c'est raconté dans La douleur, comment elle va se débrouiller aussi pour essayer de convaincre un Allemand de sauver son mari. Lisez La douleur, vous verrez un petit peu tout ça. Donc très vite, puis Duras va être très vite une femme engagée. Alors comme beaucoup d'intellectuels de cette époque, au sortir de la guerre, elle s'engage au Parti communiste. Elle va, comme beaucoup d'intellectuels, aussi quitter le PC assez vite, mais elle va rester toute sa vie une femme engagée. C'est quelqu'un qui prendra la parole, parfois à tort, parfois à raison, très souvent dans la vie collective française. En 1960, par exemple, elle signe le manifeste des 121, qui est un manifeste qui proteste contre la guerre d'Algérie, contre la torture en Algérie. En 1971, elle va signer l'appel des 343 salopes, qui est, vous savez, à l'initiative de Gisèle Halimi, pour, comment dire, promouvoir, enfin, je ne sais pas si le mot est exact, enfin, l'avortement. Donc, c'est quelqu'un qui va être, encore une fois, politiquement, parallèlement à son travail d'artiste, toujours engagé. Donc voilà, si vous voulez, brosser à grands traits hein, la vie de Marguerite Duras. Alors, il y a plein d'autres choses à raconter. Peut-être vous aurez des questions plus précises sur, je sais pas, son rapport à l'alcoolisme, comment dire, j'évoquerai peu ça parce qu'on ne peut pas tout évoquer, mais encore une fois, si ça vous intéresse, et si je peux, si vous-même vous avez des choses à dire d'ailleurs, et si vous souhaitez que j'en parle, voilà, ça c'est la famille. C'est la famille de Marguerite Duras dont elle dira, parce que quand on parle de la passion chez Duras, la famille est chez Marguerite Duras, sa famille, un des endroits de la passion. Alors, avant de développer un tout petit peu sur la famille, il faut dire que chez Duras, enfin chez Duras, chez beaucoup, la passion, c'est aussi du pâtir, c'est du souffrir avec. C'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, on endure quelque chose dans la passion. Et toute la vie, tout le travail d'écrivain de Marguerite Duras va être de mettre en scène cette, comment dire, cette passion. La passion chez Duras, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Quand on rentre dans la passion, elle dira, c'est une non-initiative de soi. C'est quelque chose qui vient du dehors. Et Duras ne cessera de mettre en scène cette passion comme un sujet inachevé. Le sujet de la passion chez Duras, c'est un sujet qui n'est pas achevé. C'est quelque chose qui prend de plein fouet et qui pâtit de l'amour dans ce qu'il a de plus extrême. Alors effectivement, un des endroits sa famille, dont je vous ai dit tout à l'heure, son père, elle se retrouve avec sa mère, qui est une femme un peu hystérique, enfin un peu, je n'ai pas envie de la qualifier parce que, bon, si vous voyez le film Un barrage contre le Pacifique avec Isabelle Huppert, vous verrez ça. Et puis surtout, si vous lisez, enfin, si vous l'avez déjà lu, j'imagine, si vous lisez L'Amant. Dans L'Amant, alors bon, on a des descriptions féroces hein, de cette famille. Il faut dire que le grand frère est un tyran, hein, qui bat tout le monde, un escroc, et que le petit frère, qui est détesté par la maman, est lui le souffre-douleur, voilà la famille Duras. Donc le grand frère, il est quelque part à gauche, le petit frère est à droite, Marguerite est sur les genoux de son père, et donc le grand frère, bon, est un véritable, est quand même quelqu'un d'assez, presque une ordure, enfin, on peut dire ça comme ça. Et le petit frère, c'est plutôt le souffre-douleur, le saint, et ce sera celui qui sera le préféré de Marguerite Duras, détesté par sa mère par contre. Et Marguerite Duras va vivre une enfance aussi très rude dans cette famille, hein, c'est-à-dire que ils vont vivre dans des misères pas possibles, dans des histoires absolument incroyables, des ventes. Elle raconte ça très bien dans Le barrage contre le Pacifique, hein. Des ventes de chevaux, de diamants, des histoires de prostitution. Enfin bon, tout ça, c'est aussi le monde colonial, enfin, le monde, oui, colonial ou le monde, enfin, en l'occurrence, là, on est en Indochine, c'est le monde colonial de l'époque, hein, c'est-à-dire c'est un monde extraordinairement dur.
Il ne faut pas s'imaginer ça comme quand on voit une des avenues principales de Saïgon où les colons se baladent en costume blanc. On est du côté de l'Indochine et du côté du Ras. Voilà le film. Ils font très bien les choses. Comment dire, voilà, donc si vous avez l'occasion de voir ça, c'est vraiment intéressant. Alors pour revenir à la famille, voilà ce qu'écrit Duras dans l'amant. Jamais bonjour, bonsoir, bonne année. Jamais merci, jamais parler, jamais besoin de parler. Tout reste, muet, loin. C'est une famille en pierre, pétrifiée dans une épaisseur sans accès aucun. Chaque jour, nous essayons de nous tuer, de tuer. Non seulement on ne se parle pas, mais on ne se regarde pas. Du moment qu'on est vu, on ne peut pas regarder. Regarder, c'est avoir un mouvement de curiosité vers, envers, c'est déchoir. Aucune personne regardée ne vaut le regard sur elle. Il est toujours déshonorant. Le mot conversation est banni. Je crois que celui qui dit ici le mieux, la honte et l'orgueil. Toute communauté, qu'elle soit familiale ou autre, nous est haïssable, dégradante. Nous sommes ensemble dans une honte de principe d'avoir à vivre la vie. C'est là que nous sommes au plus profond de notre histoire commune, celle d'être tous les trois des enfants de cette personne de bonne foi, notre mère, que la société a assassinée. Nous sommes du côté de cette société qui a réduit ma mère au désespoir, à cause de ce qu'on en a fait à notre mère, si aimable, si confiante. Nous haïssons la vie, nous nous haïssons. Voilà. C'est pas mal. Et il y a d'autres, comme ça, d'autres passages, évidemment, dans l'amant ou dans d'autres livres de Marguerite Duras qui décrivent bien cette violence familiale, cette passion ravageuse qui existe à l'intérieur de cette cellule familiale privée de père, dans une misère souvent extrêmement forte, enfin extrêmement présente, avec des projets fous, le barrage contre le Pacifique. Et donc, c'est une famille quand même qui est tout à fait tragique, d'une certaine manière. Donc ça, c'est le premier lieu de la passion chez Marguerite Duras. Et c'est pas pour rien qu'elle commencera par écrire son premier livre, Un barrage contre le Pacifique, qui raconte cette histoire. Ce qui découle c'est la violence, j'en ai dit un mot, la violence matérielle. Cette famille vit dans une Indochine qui est un monde extrêmement dur. On ne se rend pas compte de ça, enfin, on peut s'en rendre compte, mais encore une fois, l'image coloniale que l'on avait de l'Indochine, c'était, hormis Dien Bien Phu, Saigon, je veux dire, la fameuse avenue dont j'ai perdu le nom, mais comment dire, on vit dans ce qu'elle appelle une matérialité pauvre, comme si l'Indochine nous avait privés de toutes sortes de richesses. Voilà ce qu'elle écrit. Il faut rajouter aussi qu'en Indochine, comme plus tard dans d'autres pays où elle situera ses romans, il y a énormément de pauvres, énormément de lépreux. Et ça, les lépreux, on les rencontre à l'époque de Marguerite Duras tout le temps, je veux dire, à la porte des maisons et des quartiers coloniaux. Ça donnera, si je parle de ça, c'est que le lépreux donne dans l'œuvre de Marguerite Duras, occupe dans l'œuvre de Marguerite Duras une place extrêmement importante. Si vous n'avez pas lu, si vous avez envie de lire Le Vice-Consul de Marguerite Duras, dont on parlera tout à l'heure, la place de la lépreuse, de cette femme qui porte un enfant et qui se promène le long du Gange, le long du Mékong pour rejoindre le nord et puis qui revient. Enfin, cette lépreuse occupe près de la moitié du livre de Marguerite Duras, qui n'est pas a priori consacré dans son cœur à l'affaire de la mendiante. Elle l'appelle la mendiante. Donc ça, c'est extrêmement important et ça va beaucoup marquer Duras et l'écriture de Marguerite Duras. La troisième chose qui marque Marguerite Duras très jeune, c'est la jouissance. La jouissance chez Duras est déterminante. Parce que pour Marguerite Duras, la jouissance identifie.
parce que c'est un mouvement de soi vers un non-lieu par l'autre. Voilà ce qu'elle écrit. Un mouvement de soi vers un non-lieu par l'autre. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre chez Marguerite Duras. Il y a toujours chez elle, dans ses personnages, évidemment ses personnages féminins, il y a toujours la prégnance de la jouissance comme une perte de soi par l'autre, et on s'identifie chez Duras par un non-lieu. À la question qui suis-je, pardon, Marguerite Duras répond, la jouissance répond. À la question qui suis-je, la réponse, là, la jouissance répond. Et ça, vous retrouvez ça dans énormément des livres de Marguerite Duras. Enfin bon, l'amant évidemment, mais bien avant, enfin, vous retrouvez ça dans tous les livres pratiquement de Marguerite Duras, à travers des personnages comme Anne-Marie Streeter, comme Lolvestein, à travers ses pièces de théâtre. C'est le cœur de la réflexion, enfin de l'écriture de Marguerite Duras. Elle est toujours dans cette quête de l'autre et dans cette quête de la jouissance par l'autre. Parce que chez Duras, évidemment, vous me direz, il n'y a pas que chez Duras, hein, la femme est désir. Les personnages de Marguerite Duras sont toujours dans cette quête, sont pris par ce désir, et ce désir qui s'apparente chez Duras, mais pas que chez Duras, à une perte, et qui va jusqu'à la mort. Elle écrit un de ses derniers livres qui s'appelle La maladie de la mort. La jouissance, chez Marguerite Duras et ailleurs, côtoie, je veux dire, une forme d'accomplissement qui peut aller jusqu'à l'ultime sortie de soi-même, qui est la mort. Alors, je fais une toute petite parenthèse là, parce que, évidemment, ceux qui sont beaucoup plus doués que moi, ils n'ont pas de mal en psychanalyse. Je veux dire, c'est un vrai bonheur, Duras, pour les psychanalystes. Lacan disait que Duras avait compris mieux que lui, je veux dire, le problème du désir féminin. Bien. Mais moi, je trouve, mais ça, c'était, j'explique ça là ce soir, mais je trouve qu'il faut lire Duras, essayer de lire Duras. Voilà la maladie de la mort, oui. Il faut essayer de lire Duras en dehors de toute grille de lecture. C'est après qu'on découvre ça, mais il y a une respiration, une manière d'écrire chez Duras dont on reviendra, sur lequel je reviendrai, qui échappe aux grilles. On peut les mettre après les grilles. Mais comme chez beaucoup d'écrivains, il faut bien se garder de les analyser trop vite par rapport à telle ou telle grille de lecture. Alors, pour mettre en scène, je veux dire, cette passion amoureuse, cette passion chez les personnages de Duras, et notamment les personnages féminins, on va passer 3 minutes ou 4 minutes un extrait du film India Song. Alors, India Song, je vais vous raconter l'histoire, pas tout à fait, mais quand même. India Song, ça se passe dans une ambassade à Calcutta, donc en Inde, où vivent un certain nombre de gens qui, sous la pression de la mousson, de l'ennui, qui donnent des bals, donnent des soirées. Et India Song se passe en grande partie lors d'une soirée dans cette ambassade à Calcutta, et arrive, et préparer l'arrivée du vice-consul. Le vice-consul, c'est le vice-consul de Lahore, qui est un type qui est lui aussi en fait, complètement happé par je ne sais quel désir ou je ne sais quel fantasme. Toujours est-il il a été viré de Lahore parce que malheureusement, c'est vrai que c'est dommage, il tirait sur les lépreux, ça se fait pas quand même. Donc on l'a extrait de Lahore pour le mettre à Calcutta en attendant une autre affectation. Mais il erre complètement dans cette ambassade, ce vice-consul, et il est fou amoureux de la femme de l'ambassadeur qui s'appelle Anne-Marie Streeter. Anne-Marie Streeter, on la retrouve dans un certain nombre de romans de Duras, et Duras a connu une Anne-Marie Streeter. Elle ne s'appelait pas Streeter, elle s'appelait Strider ou quelque chose comme ça. Et donc, le vice-consul est fou amoureux de cette dame,
Mais évidemment, il ne sait pas comment s'y prendre. Et comme toujours, chez Duras, vous allez le voir très bien dans le film, c'est pour ça que c'est mieux de passer un extrait de film, vous allez voir comment les personnages se croisent, se rencontrent, s'approchent, se déprennent. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on retrouve ça tout le temps chez Duras, qui est une écriture souvent, même au cinéma, puisque là il s'agit de cinéma, qui est une écriture qui laisse beaucoup de blanc dans le texte. Vous le verrez, l'écriture de Duras, si vous l'avez lu ou si vous la lisez, c'est pas une écriture compliquée, pas du tout. Ça se lit très bien. Mais c'est bourré de suspension, c'est bourré de silence, c'est bourré de blanc, qui à la fois permet au lecteur de construire son propre récit, mais qui permet aussi à la parole entre les êtres d'émerger sous forme d'une forme de mystère qui habite tout le temps, et le cinéma, et la littérature de Marguerite Duras. Donc on va regarder 3 ou 4 minutes ou 5 minutes d'India Song. Alors, ça peut paraître à certains un peu long. C'est vrai que le cinéma de Duras, notamment, est un cinéma qui prend son temps. Et ça, évidemment, si on est un peu rebelle à ça, nous, les hommes modernes, les hommes et les femmes modernes, on aime bien que ça aille vite, que ça se déroule, où veut-on en venir, quand est-ce que... Bon, bref. Chez Duras, on n'est pas là-dedans. Chez Duras, on prend son temps, et donc vous plongez, là, nous plongeons 5 minutes à Calcutta, à l'ambassade de France, où vont se rencontrer, enfin, un court passage de rencontre, entre donc Anne-Marie Streeter et le vice-consul de Lahore, incarné quand même par 2 acteurs exceptionnels. Michael Langsdal, donc vous avez, qu'on a revu, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, qui a joué dans de multiples pièces, mais qui est un des acteurs fétiches de Marguerite Duras. Et puis, comment elle s'appelle oh zut, Delphine Seyrig. Delphine Seyrig, qui est aussi une des actrices, une des égéries de Marguerite Duras, parce que vous allez voir, à travers Seyrig, vous allez rencontrer beaucoup de femmes que met en scène Duras dans ses romans. Dans ce roman, donc le vice-consul, donc je rappelle, hein, le vice-consul a donné le film India Song. C'est vrai qu'il y a un parallèle, ça éclaire bien aussi ce que vit Marguerite Duras. Donc en parallèle de cette histoire à l'abbaye de Calcutta, l'abbaye n'importe quoi, hein, je crois à l'abbaye de Saint-Jacques, à l'ambassade de France à Calcutta. En parallèle à ça, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, le récit aussi de la mendiante. C'est-à-dire, et le roman s'ouvre par la mendiante. Et tout le livre va être, comment dire, scandé aussi, à la fois par la présence du vice-consul et d'Anne-Marie Streeter, mais aussi par la présence de la mendiante. Et si on regarde bien, enfin, si on réfléchit un petit peu ou si on se laisse pénétrer, ces 2 personnages, que ce soit Anne-Marie Streeter ou la mendiante, ne sont pas si opposés que ça, loin s'en faut. Par exemple, je vais vous lire ce qu'écrit Duras au tout début du vice-consul lorsqu'elle décrit la mendiante. Alors c'est un monsieur qui s'appelle Peter Morgan qui écrit, enfin bon, peu importe. Elle marche. Comment ne pas revenir? Il faut se perdre. Je ne sais pas, tu apprendras. Je voudrais une indication pour me perdre. Il faut être sans arrière-pensée, se disposer à ne plus reconnaître rien de ce que l'on connaît, diriger ses pas vers le point de l'horizon le plus hostile, sorte de vaste étendue de marécage que 1000 talus traversent en tous sens, on ne voit pas pourquoi. Elle le fait, elle marche pendant des jours, suit les talus, les quitte, traverse l'eau, marche, droit, tourne vers d'autres marécages plus loin, les traverse. C'est encore la plaine du Tolnetsa, elle reconnaît encore. Il faut apprendre que le point d'horizon qui vous porterait à le rejoindre n'est sans doute pas le plus hostile, même si on le juge ainsi, mais que c'est le point que l'on ne pensait pas à juger du tout qui il est. Voilà. Les personnages de Duras, on peut les. Parfois, enfin, je ne sais pas, c'est moi qui pense ça. Je cherche une indication pour me perdre. Ça, c'est extrêmement durassien.
Voilà. Donc, chez Duras, c'est une mendiante qui part donc des environs de Saïgon et qui remonte vers le nord, traverse le Cambodge, qui va vers Tonlé Sap et qui va vers Savannakhet. Alors, elle est plus jeune que ça, puisqu'elle est enceinte, elle porte un bébé qu'elle va déposer au pied d'une maison dont on suppose que c'est la maison d'Anne-Marie Streeter, mais tout ça, c'est suggéré plus que dit. Donc voilà, si vous voulez, encore une fois, mon propos n'est pas de vous expliquer Duras, mais de vous faire sentir un peu la manière dont cet écrivain attrape les choses. Et donc on a dit la misère matérielle, on a dit la violence familiale, la jouissance, mais il y a aussi chez Duras, évidemment, le dehors. Michel de Certeau, que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui a écrit beaucoup sur la mystique, Michel de Certeau disait que Marguerite Duras avait un corps californien. Ça veut dire que chez de Certeau, ça veut dire un corps immense. Et d'abord, la première immensité du corps de Marguerite Duras, c'est l'Asie. C'est l'Asie, c'est l'espace asiatique, c'est une formidable présence de l'espace. Vous retrouverez tout le temps chez Duras, très souvent, même après, quand elle écrira d'autres choses, qu'elle est en France depuis très très longtemps. Je pense à tout ce qu'elle écrit sur la mer, par exemple, puisqu'elle a une maison à Trouville et elle écrira beaucoup sur la mer. Donc, là, chez Duras, donc, cet espace asiatique, c'est le soleil, c'est la mousson. La mousson est extrêmement importante dans les livres de Marguerite Duras. C'est l'intensité de la nuit, c'est évidemment la mer, l'eau, la forêt. Il faut savoir que Duras habitait, de toute façon, au Vietnam, enfin, en Indochine à l'époque, même encore aujourd'hui, on est toujours près d'une forêt. Donc ça, il n'y a pas de, sauf si on vit évidemment au cœur de Saigon. Et puis la foule indochinoise. Ça, je ne sais pas, il y a peut-être certains d'entre vous, j'en vois un là, au moins, là, qui a été beaucoup au Vietnam. Je veux dire, quand on y va, on est happé par cette foule. Je veux dire, se balader dans une rue d'Hanoï ou de Saigon ou même de Sadek, c'est complètement, je ne dirais pas envahi par la foule, mais la foule est une présence extrêmement forte. Et puis bien sûr le Mekong. Le Mekong, là aussi, peut-être vous avez eu la chance de rencontrer ce fleuve, qui est un des fleuves les plus longs du monde, puisqu'il part de Chine jusqu'au sud de Saigon, quoi, avec le fameux delta du Mekong, qui est un truc absolument incroyable. Et Marguerite Duras va vivre toute son enfance indochinoise auprès du Mekong, de ses habitants, de tous des animaux. Bon. Et ça, c'est extrêmement important parce que, je veux dire, on peut dire, même si, comment dire, les mots qu'on emploie sont toujours un peu piégés, il n'empêche que ça vaut ce que ça vaut, mais Marguerite Duras est d'abord un écrivain de l'extériorité. C'est d'abord un écrivain du dehors, me semble-t-il. Ça peut se discuter, mais me semble-t-il. On n'est pas dans l'intériorité chez Marguerite Duras. On n'est pas dans la quête de soi, telle qu'on peut la recherche de la vie intérieure, des choses comme ça. Non, chez Marguerite Duras, on est complètement happé par le dehors. Le dehors de l'autre, le dehors de la foule, le dehors de la nature. Parce que, on le voit, chez Duras, il y a une présence fracassante du corps. Alors, on a parlé de la jouissance, mais chez Duras, le corps est toujours un corps blessé. C'est toujours un corps délabré, un corps fracassé. On le retrouve aussi plus tard, quand elle va, accueillir son mari, Robert Antelme. Les corps chez Duras sont toujours blessés et elle-même, on le voit dans son écriture, mais on le voit aussi dans sa vie, ne s'est pas ménagée en tant que personne. Mais même blessé, le corps triomphe. Pour Duras, le corps, il y a une fonction juridique du corps. C'est le corps a une fonction judiciaire. Le corps ne ment pas. C'est l'instant de vérité. On ne possède jamais son corps. Il est toujours dans la séparation. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Mais il y a toujours cette fêlure chez Duras qui fait que les corps, on le voit chez Anne-Marie Schretter ou chez, comment elle s'appelle, Delphine Seyrig, par exemple, hein, il y a toujours une retenue chez Marguerite Duras, enfin dans les personnages de Marguerite Duras, qui font qu'on se frôle plutôt que l'on s'étreint. On le voit aussi dans un des grands romans de Marguerite Duras qui s'appelle Le ravissement de Lolwestein, où là aussi, je veux dire, les personnages qui ne sont pas sans rappeler Anne-Marie Schretter, les personnages s'approchent, même s'ils s'étreignent à certains moments, ils marquent la distance de corps qui restent des corps fracassés. Alors, évidemment, à travers tout ça, on voit bien que dans l'art romanesque de Marguerite Duras, il y a une omniprésence de la mémoire. Les hommes et les femmes des romans de Duras sont des hommes et des femmes qui sont possédés parfois à leur insu par leur passé. Vous l'avez vu dans la petite scène là d'India Song, où vous voyez comment le vice-consul rappelle comment dire, à Anne-Marie Schretter son passé à Lahore. Bien, vous retrouverez ça dans beaucoup comment dire, de propos, d'écrits de Marguerite Duras. Le corps, c'est la mémoire non intellectuelle. C'est ce qui porte le visage du passé. C'est ce qui porte la mémoire. Parce que la mémoire, chez Marguerite Duras, conserve une seule chose, c'est le désir. C'est toujours chez Marguerite Duras, la mémoire est liée au désir. Quand le désir ressurgit, c'est toujours une seconde fois, dit-elle. C'est-à-dire, c'est toujours en mémoire de ce qui s'est passé une première fois. La mémoire gardée par le corps va inverser le geste premier. C'est-à-dire, dans un premier moment, on va vers, et puis, encore une fois, je l'ai déjà dit, on est dans une espèce de folie, une espèce de perte, dans le risque ce qu'elle appelle une exorbitation. Encore une fois, Duras, c'est quelqu'un qui exorbite ses personnages. Il y a toujours un décalage chez Duras entre ce qu'on pense avoir compris du personnage et ce qui se passe en réalité ou ce que ce personnage nous fait dire. Et c'est en ce sens-là que c'est une artiste. C'est pas quelqu'un qui va figer le personnage, va pas écrire un prototype de personnage et puis après qu'on va mettre en scène ici ou là. Non, le personnage de lui-même, encore une fois, s'extirpe de la gangue dans laquelle on voudrait le mettre pour avancer vers un amour, et un amour qui est très souvent malheureux chez Duras, fatalement. L'amour chez Duras est un amour malheureux. On va vers une totalité, on voudrait aller vers une totalité, mais qui est totalement impossible. Donc, du coup, comme cet amour est impossible, très souvent les personnages de Duras se dissolvent dans une forme de folie. Le vice-consul comment dire, chez Duras, enfin le vice-consul dans India Song, va, comment dire, sombrer dans une forme de folie, hein, puisque, comme il le dit, il va se mettre à crier dans les jardins de l'ambassade, il va crier le nom d'Anne-Marie Schretter, mais il va crier son nom, non pas son nom, Anne-Marie Schretter, qui est son nom de femme mariée, mais son nom de Venise, Anna Maria Guardi. C'est ce qu'il va crier le long des tennis comment dire, de l'ambassade, voilà. Et ça va donner d'ailleurs chez Marguerite Duras un film, Son nom de Venise dans Calcutta désert. C'est un des films de Marguerite Duras. Et donc, le désir, encore une fois, s'accomplit dans la mort, et c'est le passage dans une terre étrangère, le passage d'une forme, ce qu'elle appelle une altérité altérante. C'est-à-dire qu'elle va, comment dire, franchir le fleuve d'une certaine manière, et Anne-Marie Schretter finit par se suicider à la fin du vice-consul. La femme, et j'insiste là-dessus, est souveraine du désir. La femme n'a pas honte de sa division. Elle dit, enfin, on voit bien chez Duras, les personnages, les hommes savent et la femme désire.
Dans le vice-consul, il y a un petit passage qui éclaire bien ce que j'essaye de vous dire. C'est le vice-consul qui dit « Certaines femmes rendent fou d'espoir. Vous ne trouvez pas ?» Il regarde vers Anne-Marie Streeter qui, une coupe de champagne à la main, écoute distraitement quelqu'un. Celles qui ont l'air de dormir dans les eaux de la bonté sans discrimination. Celles vers qui vont toutes les vagues de toutes les douleurs, ces femmes accueillantes. Il y a chez Marguerite Duras, c'est une page magnifique, enfin, c'est quelques lignes magnifiques, c'est le mois de la femme en plus. Vous voyez, certaines femmes rendent fou d'espoir, celles qui ont l'air de dormir dans les eaux de la bonté sans discrimination, celles vers qui vont toutes les vagues de toutes les douleurs, ces femmes accueillantes. Et ça, c'est le portrait que Marguerite Duras dresse d'Anne-Marie Streeter. Oui, la femme est celle qui, encore une fois, opère le sauvetage de la mémoire. Elle accepte la sortie d'elle-même, elle sait reconnaître le prix de l'amour. C'est toujours, et ça c'est assez, comment dire, ça va peut-être choquer un certain nombre de gens, mais il faut prendre ça au sens peut-être métaphorique, mais en même temps, chez Duras, il y a toujours, la femme, elle est toujours entre la prostituée et la femme adultère. C'est toujours ça chez Marguerite Duras. Vous le retrouverez dans beaucoup de ses textes. Il y a une forme, la femme adultère, parce que c'est la femme qui trompe l'ordre établi, qui casse l'ordre établi, et la prostituée, parce que c'est celle qui s'offre. Alors évidemment, c'est poussé à l'extrême chez Marguerite Duras. Je pense qu'en plus, parfois, non pas dans ses romans, mais dans un certain nombre d'interventions qu'elle a pu faire, elle a poussé ça, je veux dire, jusqu'à l'extrême. Mais si on prend ça au sens métaphorique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et encore une fois, vous avez là l'écriture de Marguerite Duras, que j'appelle l'écriture de la passion, c'est ça. C'est une écriture de femme qui met en scène le désir, la mémoire et la mort. Et on est là-dedans, encore une fois, quand on lit Marguerite Duras, avec cette écriture qui est tout à fait particulière, encore une fois, qui est une écriture assez simple, il n'y a pas de mots compliqués chez Duras, jamais, jamais. Il n'y a pas de mots abstraits. On est toujours dans le corps, on est toujours dans ce qui est concret. Et tel que Marguerite Duras, c'est quelqu'un qui cherche une langue à soi. C'est quelqu'un qui raconte des histoires, mais l'important, ce n'est pas de raconter des histoires, parce que toutes les histoires ont été racontées depuis toujours. Mais c'est la manière dont on les raconte. Et chez Duras, ça prend une singularité tout à fait particulière. En réentendant et en retravaillant un peu Marguerite Duras pour ce soir, je pensais à un autre écrivain complètement différent, qui vient de tout à fait ailleurs, que vous connaissez évidemment de nom, qui s'appelle Franz Kafka. Vous savez peut-être ou pas, enfin que Kafka a écrit que pour lui, il avait été confronté à 4 impossibilités. La première impossibilité chez Kafka, c'est l'impossibilité d'écrire, parce que les mots ne traduisent jamais ce que l'on ressent ou ce qu'on voudrait exprimer. La deuxième impossibilité chez Kafka, c'est l'impossibilité d'écrire en yiddish, puisque le yiddish, il est juif, Kafka, et là, on ne parle pas yiddish, Franz Kafka. Mais, comment dire, c'est la langue qui lui parle le plus, qui lui parlerait le plus pour dire qui il est. La troisième impossibilité chez Kafka, c'est l'impossibilité d'écrire en allemand. Pourquoi? Parce que l'allemand, c'est la langue de l'assimilation. C'est d'une certaine manière la langue de la trahison. Alors Kafka va écrire en allemand, parce que il parle tchèque, mais je veux dire, mais il n'empêche que Kafka, c'est pas moi qui le dis, là, c'est Kafka qui l'a écrit. Et puis la dernière impossibilité, c'est l'impossibilité de ne pas écrire, parce que malgré tout, l'écrivain écrit. Eh bien, chez Duras, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire c'est à la fois l'impossibilité d'écrire et l'impossibilité de ne pas écrire. Et l'écriture chez Marguerite Duras, c'est la marque lisible de l'impossible comme absolu.
encore une fois, à travers les textes d'Horace, qui sont des textes simples dans l'expression, qui laissent place au blanc, qui laissent place au silence, on décrit tout cet écart entre les êtres, et c'est révélateur d'une écoute du monde, d'une écoute des choses. L'oreille, et vient encore de plus loin. Marguerite Duras, c'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui écoute des plaintes non gémissantes. C'est une nostalgie sans attache. Si vous prenez Anne-Marie Streeter, pour rester là-dedans, ou même dans l'amant, hein, dans l'amant, comment dire, l'héroïne, donc Marguerite Duras, dans l'amant, l'héroïne, c'est Marguerite Duras, vous entendez en souterrain, comme une plainte de cette vie familiale absolument effrayante, une nostalgie de cet amant qu'elle a rencontré, si vous connaissez le roman, qu'elle a rencontré sur un bac qui traversait le Mékong, enfin ce Chinois. Et la langue ne se substitue pas à la réalité, mais elle fait, comment dire, vivre ici et maintenant ce qui s'est passé. L'écriture, pour Duras, c'est faire corps avec l'autre. On écrit au nom d'une parole impossible. C'est modeste, ce sont des mots simples. C'est un apprentissage du faire signe. C'est le grand écrivain James Joyce qui disait « Écrire, c'est faire signe sans achever la signification ». Ça en a beaucoup de mal, 9 fois sur 10. Pourquoi? Parce que ne pas achever comment dire, la signification, c'est souvent, enfin, c'est se départir de l'idéologie. C'est se quitter soi-même. Puisque les idéologies ou soi-même, on n'a souvent qu'une hâte, c'est d'achever la signification. Or, chez des écrivains comme Marguerite Duras, il y a très peu souvent, je veux dire, une conclusion qui donne la morale de l'histoire. La morale de l'histoire appartient au personnage, appartient éventuellement au lecteur. J'ai envie de dire, Inch'Allah. Alors, j'imagine que vous allez avoir un certain nombre de questions à me poser, mais il faut d'ailleurs, hein, parce que j'ai peut-être pas été très clair, mais c'est pas facile de parler de Marguerite Duras. Et je me suis dit, en proposant ça à l'abbaye, je me suis dit, mais t'es un peu tordu de faire ça, parce que on rentre dans des mystères. Alors, soit on devient le prof de lettres, et là c'est pénible comme la pluie. Enfin, en tous les cas, je ne suis pas prof de lettres, donc voilà. Soit on essaye de faire ce que j'ai essayé de faire ce soir, et on s'aperçoit au bout du bout que on est un petit peu comme Duras avec ses personnages, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au bout, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, on pourrait tourner autour pendant 107 ans et on dirait toujours les mêmes choses parce que parfois, il n'y a pas plus à dire que ce que dit le roman. Alors, pour terminer, et puis après on va discuter, hein, on peut dire ça, quoi. J'ai écrit ça, donc, parce que, en plus, parler sans lire, moi j'aime pas faire de grands topos comme ça, notamment en visio, parce que ça peut devenir très pénible. Et en même temps, bon, à un certain moment, il faut quand même écrire ces trucs pour essayer d'être le plus précis possible, quoi. Alors, on pourrait dire de Duras, en tous les cas, c'est ce que je pense, que ces livres commencent en sourdine. Ils partent de rien, ils naissent par chance et d'un peu d'obstination. On relance une conversation qui mourait, on prolonge une évocation, on lit un fait divers. Peu à peu, la voix s'exalte en profondeur, la curiosité s'agrippe, des questions surgissent. Des questions plutôt que des événements. Nous sommes impliqués en tant que lecteurs dans la construction de l'ouvrage. On croirait réapprendre à parler. Cette allure interrogative demeure à la fin, où rien n'est tout à fait résolu, mais dans l'entre-deux, il y a surtout le langage. L'attention que Marguerite Duras porte à répéter les signes qui rendent douteux le présent, ça la met dans le choix on le voit dans le choix de ces mots. Ils sont simples, ils paraissent rares, inattendus, ils viennent d'ailleurs. C'est leur écho qu'on perçoit, plus que la réalité des mots. Comme les personnes, les mots chez Duras ont une dimension par où ils nous échappent. Ils sont réellement là, mais ils ont déjà fait du chemin, dirait-on.
Ils sont aussi mystérieusement vieux que les hommes qu'ils désignent. Ils sont exacts, clairs, sans fausse ambiguïté. L'ensemble du discours est parfaitement rigoureux. Simplement, ils ont un corps, une épaisseur touffue. Il en résulte, outre l'impression d'une forte vérité, une sorte de poésie d'automne, où tout hésite entre le soleil et la pluie, entre le sourire et les larmes. Alors ça, c'est de Marguerite Duras. Son visage dénudé devenait celui d'été révolu. Son visage dénudé devenait celui d'été révolu. Voilà, dans un premier moment, ce que je souhaitais vous dire, vous faire partager sur Marguerite Duras, sachant que ce n'est pas simple. Peut-être j'ai été abscon, peut-être vous n'avez rien compris. À vous de me dire, et puis de rajouter aussi votre grain de sel, parce qu'il y a certainement comment dire, des gens parmi ceux que je vois là, qui connaissent Marguerite Duras, peut-être beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Voilà, voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Bien, merci Jacques-Yves. Alors, on a sous les yeux une première question qui est un peu personnelle. C'est comment avez-vous, Jacques-Yves, découvert Marguerite Duras? Quelle est votre histoire commune, au fond, avec elle? Qu'est-ce que vous puisez chez Marguerite Duras? Qu'est-ce qui alimente votre œuvre de romancier? Oh là, mon Dieu, c'est compliqué ça. Hein, je veux dire, bon, moi j'ai rencontré, enfin d'abord, je n'ai pas rencontré physiquement Marguerite Duras, donc ça, c'est clair. J'ai rencontré Marguerite Duras, enfin l'œuvre de Marguerite Duras. J'avais lu, je ne sais plus trop quoi, mais en tous les cas, ce qui a été décisif, c'est, vous ne savez peut-être pas, puis je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il s'est trouvé que j'ai animé avant, dans les années 80, un centre, un peu comme à l'abbaye de Saint-Jacques, qui était à la Briantais à Saint-Malo, le centre de la Briantais à Saint-Malo. Et un jour, on a eu la bonne idée de faire venir un monsieur qui s'appelle Guy Petit-Demange, qui a fait une session sur Marguerite Duras. Et c'est vrai que là, j'ai lu Duras du coup. Hein, et puis depuis, c'est quelqu'un qui m'accompagne en permanence. Pourquoi elle m'intéresse, enfin, pourquoi je me suis intéressé ou je me passionne pour cette œuvre, c'est pour tout ce que j'ai expliqué ce soir, c'est-à-dire que c'est une écriture singulière, c'est une femme qui met en scène essentiellement des femmes sur un ton qui me plaît bien. En tous les cas, c'est pas que ça me plaise, mais ça me donne à penser en permanence. Il y a des phrases du Duras qui m'appellent, comment dire, que j'ai toujours en tête. Pas toujours, pas exagérer, mais par exemple, il y a une phrase de Lamant que j'ai: je n'ai jamais aimé croyant aimer, je n'ai jamais souffert croyant souffert, je n'ai fait qu'attendre devant une porte fermée. Voilà. Ah ben ça moi, je suis un lent, je pense tu me faudra toute une vie pour arriver à comprendre cette, cette phrase-là, qu'on retrouve d'ailleurs entre parenthèses chez un autre qui m'est très cher, Kafka, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est dans le procès de Kafka, oui, où il est à un moment donné, Joseph K. est comment dire, dans une église ou quelque chose comme ça, il attend de voir le prêtre et en fait, il va attendre devant la porte fermée pendant toute la journée, quoi. Bon. Donc voilà, si vous voulez, la rencontre d'un écrivain, c'est la rencontre je ne sais pas, d'une émotion, d'une sensibilité, mais voilà, alors comment ça imprime mon propre travail, j'en sais rien, enfin, je ne sais pas. Voilà. D'abord, je suis à 10 000 lieues d'avoir le talent de Marguerite Duras, bon, et de deux, la grande difficulté quand on écrit, c'est d'essayer de faire pareil qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? C'est-à-dire que quand on connaît bien quelques écrivains, on a comment dire, on aurait la tentation où on voudrait écrire comme Modiano ou écrire comme Kafka ou écrire comme Duras. Bon, donc ça c'est voilà, mais je crois qu'un écrivain c'est comme tous les hommes et les femmes, on est toujours embarqué par tel ou tel auteur, tel ou tel film, telle ou telle musique qui vous accompagne en permanence. Ça faisait un certain nombre d'années, je n'avais pas écouté la musique d'India Song là, que j'ai passée au début et qu'on entend dans le film. Ça, c'est une musique, depuis que je l'ai écoutée là, il y a 15 jours, quand j'ai commencé à travailler pour ce soir, je l'ai dans la tête, quoi.
Voilà, bon, c'est comme ça. Alors par contre, ce que je peux dire, c'est que autant l'écrivain Duras, enfin, oui, pour moi, je la trouve géniale. Enfin, bon. Autant, alors, parce que la femme publique, alors là, il y a énormément de choses à dire, quoi, parce que elle a été profondément agaçante, pire. À certains moments, c'était pénible, quoi. Enfin bon, c'était pénible. Et moi, j'ai eu la chance de jamais être trop dans les milieux, enfin, de jamais avoir été dans les milieux parisiens, machin truc, quoi, parce que tout le monde, on n'en pouvait plus, quoi, de Duras. Simplement, elle était partout, elle avait un avis sur tout. Enfin bon, c'était pénible, pour pas dire autre chose, quoi. Mais bon, voilà, c'était Marguerite Duras. Et alors, Jacques, est-ce qu'on peut peut-être faire avec vous un rapide enfin, survol, je n'ose pas employer ce mot-là, mais je vais l'employer quand même, enfin, une promenade rapide dans l'œuvre, les différents ouvrages de Marguerite Duras. Parce que vous avez évoqué plusieurs titres, mais globalement, les plus significatifs sont lesquels? Vous pouvez nous rappeler un peu ces éléments de bibliographie? Oui, alors, elle a tellement écrit que c'est compliqué, hein, parce que là, j'ai l'amant tous les yeux pour voir la liste de, de ces ouvrages. Je ne sais pas, il y en a bien une centaine, hein. Alors, puis après, les choix, c'est personnel, hein. Donc, moi, ce que je peux vous dire, donc, moi, je crois que, alors, on peut commencer par n'importe quoi, évidemment, hein. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Bon. Donc, j'ai parlé d'un barrage contre le Pacifique, donc, qui est quand même, bon, qui est un livre important. Les petits chevaux de Tarquinia, qui se passe en Italie. Moderato Cantabile, qui a donné un film aussi dans la Rennais. Je crois que c'est dans la Rennais, je vais peut-être dire une bêtise. Mais Moderato Cantabile, qui est là encore une histoire d'amour à travers d'une femme qui emmène son petit garçon, qui d'ailleurs était le petit, enfin, pas dans le roman, mais qui connoté avec le petit garçon de Marguerite Duras à l'époque, puisqu'elle avait un fils qui s'appelle Jean. Et donc, Moderato Cantabile a été encensé, est un livre important dans le travail de Marguerite Duras. Alors, Hiroshima, mon amour, le film, bien sûr, mais aussi le texte. Vous pouvez vous procurer le texte, et c'est un texte. Et là aussi, ce qui est marrant dans Hiroshima, mon amour, bon, Hiroshima, mon amour, si vous avez vu le film, ou si vous en souvenez, c'est à la fois une histoire d'amour à Hiroshima par une Française avec un Japonais. Bon, une histoire d'amour dont on sait très peu de choses, ça se passe sur une journée, et dont le fond de l'affaire, c'est le Japonais, elle vient faire une enquête sur Hiroshima ou un reportage, et comment, comment dire, son amant lui dira toujours tu n'as rien vu à Hiroshima, tu ne sais rien d'Hiroshima. Et ça, c'est la grande idée, enfin, idée d'Alain Resnais, c'est-à-dire on ne peut rien dire sur des choses comme ça. Et en même temps, c'est un peu comme dans le vice-consul, il y a la mendiante. Il n'y a pas la mendiante chez le vice-consul, dans Hiroshima, mon amour, mais il y a comment dire, l'histoire d'amour qu'a vécue cette femme qui est aujourd'hui, à ce moment-là du récit, à Hiroshima, à Nevers. Elle a vécu une histoire à Nevers avec un Allemand pendant l'occupation. Et donc, il y a ce dialogue, si je peux me permettre. Pardon. Oui, voilà, c'est Emmanuel Riva. Il y a ce dialogue, donc, si je peux me permettre, entre l'histoire à Hiroshima et l'histoire à Nevers. C'est assez fort quand même comme affaire. Quand on pense d'ailleurs que, je ne sais pas ce que ça aurait donné, qu'au départ, Alain Resnais avait demandé à François Sagan d'écrire le script, enfin le scénario d'Hiroshima, mon amour. Alors, vous avez le ravissement de l'Olvestein. Ça c'est un très grand roman. Je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est l'histoire d'une femme qui voit devant elle, lors d'un bal, son fiancé, comment dire, partir avec une autre femme. Et le ravissement, c'est toujours la passion. Dans le ravissement, il y a le fait qu'on est ravi d'eux, et il y a le ravissement, le rapt. Donc, elle joue sur cette affaire-là. Alors le théâtre, bon, ben là, l'amante anglaise, elle a fait un certain nombre de textes.
Alors je passe, hein, parce que je vous assure qu'il y en a quand même, excusez-moi de dire, un paquet. Comment dire, L'homme assis dans le couloir, c'est l'été 80, l'amant, évidemment, hein, la douleur. Et les derniers écrits de Pluie d'été, c'est très beau. L'amant de la Chine du Nord. Alors, l'amant de la Chine du Nord, ça a une histoire, hein. C'est-à-dire que lorsque Jean-Jacques Hano décide de mettre en scène, enfin de mettre en cinéma, l'amant de Marguerite Duras, alors au début, elle est d'accord, et puis quand elle voit le scénario et tout ça, elle est furieuse, elle n'est pas d'accord, elle trouve ça nul. Enfin, bon, elle trouve que l'actrice choisie pour faire Madame Duras est trop belle. Enfin bref, quoi, elle est contente de rien. Enfin, je pense qu'elle ne pouvait pas être contente. C'était de l'ordre de l'impossible chez Duras d'être contente d'une adaptation de son travail. Donc, elle s'est mise à. Elle a réécrit le scénario un scénario qui n'a jamais été tourné, qui s'appelle L'amant de la Chine du Nord. C'est pas mal, L'amant de la Chine du Nord, c'est tout à fait intéressant. Et puis, voilà, bon, après, elle a fait tout un livre sur les. Voilà, L'amant, donc ça, c'est le film de Jean-Jacques Hano. D'ailleurs, si vous allez un jour au Vietnam, enfin, à Sadek, là, dans le coin de Saigon, vous pouvez visiter la maison où a été tourné L'amant de Jean-Jacques Hano. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Voilà ce qu'on peut dire. Enfin, je ne sais pas, hein. Bon, après, sur les films, bon, j'ai parlé d'India Song. Il y a des films qui sont un peu pénibles. Le camion, c'est quand même un film, là, il faut quand même s'accrocher pour aller jusqu'au bout. En revanche, elle a fait des petits films, notamment sur un parachutiste anglais qui est tombé en Normandie, enfin pas sur la côte de Cherbourg, là, sur la côte du Cotentin, ou un aviateur, je ne sais plus, et tout un village se met à réfléchir et elle-même se met à réfléchir sur cet inconnu qui est enterré dans ce. Donc voilà, c'est le camion. Oui. Ça, le camion, faut comment dire, être solide. Mais bon, voilà, après, ça dépend des gens, hein. Alors, Jacques-Yves, Annick vous demande quelques éléments sur le rapport de Marguerite Duras à l'alcool. Ouais. Alors, elle dit très clairement, hein. Alors, elle dit très clairement, l'alcool a joué dans ma vie le rôle que Dieu n'a pas joué. Elle exprime ça comme ça. Moi, j'en sais rien. C'est elle qui le dit, donc après tout. Mais je crois qu'il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire, je ne parlerai pas de Dieu comme ça, parce que c'est trop. Bon, elle s'appelle Donadieu quand même, hein. Et le mot Dieu apparaît énormément. Ils sont trop connus, moi, hein, de spiritualité chrétienne, d'une certaine manière. Mais il y a une forme de mystique chez Marguerite Duras. Ça, c'est évident. Et cette mystique, elle va la noyer dans l'alcool, mais d'une façon invraisemblable, surtout à la fin de sa vie, quoi. Elle va quand même passer 5 mois dans le coma. À l'hôpital, je ne sais pas quoi, à l'hôpital Neuilly, je crois, peu importe. Elle va, on garde à Trouville, elle avait un appartement à Trouville, donc sur la côte normande, avec son dernier amant, son dernier compagnon, appelle ça comme on veut, qui s'appelle Andrea, Lou Andrea, je crois, quelque chose. Oui, Andrea en tous les cas. Euh, ils, vont, ils vont passer des nuits d'orgie absolument effrayante. Enfin bon, toute sa vie, elle sera comment dire, marquée par l'alcool. Alors moi, je ne suis pas psychanalyste ou psychiatre, je ne peux pas dire une blessure d'enfance, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. L'écriture, l'exercice d'écrire n'est pas si facile que ça pour échapper aux addictions, hein. Ça, on peut le dire. C'est-à-dire que l'écriture est aussi, comment dire, l'exercice en lui-même est quand même rude. Donc voilà, Lou Andrea. Est rude et donc je pense que ça l'a. Voilà. Mais elle écrit dans l'amant, la première page
de l'amant, je crois, ou la deuxième. Très vite, j'ai eu le visage de l'alcool. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ceux qui ont lu l'amant. Très vite, j'ai eu le visage de l'alcool. Et très vite, elle a eu le visage de ces femmes fracassées, de ces corps de ces corps esquintés, quoi, tels que elle le décrit dans la plupart de ses œuvres. Elle n'a pas le visage de Delphine Seyrig, quoi. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, je ne sais pas ce que dire, parce que il faut faire attention. Enfin, moi, je trouve, il faut faire attention quand on essaye de trop creuser ce qui fait qu'un individu, surtout une écrivain de cette trempe, a sombré assez tôt dans l'alcool, quoi. Bon, je pense que bon, il y a toutes les failles personnelles qu'elle raconte dans ses livres, mais il y a toutes celles qu'on ne connaît pas, j'imagine. Voilà, c'est le mystère d'un être dont certains arrivent, bon an, mal an, à s'habituer, à frayer avec son propre mystère, soit en répondant par la foi, soit en répondant par ceci, par ceci, par cela, et puis certains répondent par la drogue, par l'alcool, par ceci, par cela. Bon, après, tout dépend des rencontres, tout dépend de... Moi, je n'ai pas d'explication. Ce que je sais simplement, c'est que ça a été à certains moments de sa vie absolument ravageur, enfin, je veux dire, effrayant, effrayant. Jacques-Yves, quelle serait aujourd'hui dans la littérature française la postérité de Marguerite Duras? Ah, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Alors, ça dépend par quel bout on attrape ça, quoi. C'est-à-dire que si on attrape la Duras par rapport à ce qui, moi, me passionne chez elle, à savoir cette espèce de point de suspension permanent, quoi. C'est-à-dire cette manière d'écrire qui fait que on, on fait signe sans achever la signification en permanence. Et c'est ce qui donne à l'écriture de Duras et au roman de Duras une saveur si personnelle. Ouais, moi, je ne connais pas toute la littérature, hein, je veux dire, celui qui. Enfin, par exemple, il y a quelque chose de ça, mais bon, chez Patrick Modiano. C'est-à-dire, c'est cette façon de vous mettre en route et de vous laisser en cours de route, quoi. Hein, je veux dire, de faire mémoire de quelque chose sans dire exactement de quoi on fait mémoire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire, c'est l'art de l'ellipse, quoi. Enfin, voilà. Et ça, on retrouve ça effectivement chez certains auteurs, mais pour le reste, je ne sais pas. Elle appartient quand même à une tradition aussi littéraire, Marguerite Duras. C'est quand même l'époque où elle écrit un certain nombre de choses. C'est l'époque de Samuel Beckett, c'est l'époque des éditions de minuit. Hein, donc, prenez un certain nombre comment dire, d'auteurs des éditions de minuit, vous retrouverez, il y a une parenté, il y a quelque chose mais je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont des idées sur la question. Moi, je fais peu de parallèles, en fait, entre les auteurs que j'aime. Je veux dire, je ne sais pas. Elle est très atypique, quand même. Hein, elle est très atypique. Hein. Ne serait-ce que par la palette qu'elle a à sa disposition. Le théâtre, la littérature, le cinéma, le journalisme. Elle a quand même... rares sont les écrivains qui ont ces auteurs qui ont à leur disposition ce matériau, quoi. Et on se souvient aussi, vous évoquiez, Jacques-Yves, ces prises de parole publiques, enfin une prise de parole retentissante de Marguerite Duras en pleine affaire Grégory. Oui. On se souvient dans un texte, je crois, publié par le journal de Libération, je lisais d'ailleurs des commentateurs de ce texte expliquant que ce texte était écrit au bord du délire. Voilà. Sublime, forcément sublime. D'autres engagements comme ça qu'il faut... Alors, pour revenir au texte sublime, forcément sublime, là, contrairement où elle décrit Christine Villemain, quoi. Enfin, bon, là, elle est quand même, c'est pas moi qui le dis, mais Laure Adler, qui est une grande spécialiste de Duras, qui était une amie de Duras, dit très bien qu'elle déconnait complètement, quoi. C'est-à-dire, c'était une période de sa vie où elle était, excusez-moi d'être trivial, elle partait en vrille, quoi. Donc, on lui demandait énormément de choses, tous les médias lui couraient après, et elle a répondu par des choses totalement idiotes. Enfin,
idiote ou mal construite et tout. Bon, en plus, cela étant, le texte, je l'ai relu récemment, le texte de Duras sur l'affaire Villemain, il n'est pas si débile que ça, quoi. C'est-à-dire simplement, il est d'une provocation insupportable. Insupportable. Les engagements de Duras, bon, j'en ai parlé, hein, bon, pendant la Résistance, pendant. Elle a beaucoup, en mai 68, elle a occupé la Sorbonne. Enfin, pas elle toute seule, mais elle faisait partie des gens qui occupaient la Sorbonne. Elle a toujours été une engagée politique, hein, ça, elle a toujours dit. Bon, c'était une grande amie de François Mitterrand. Je veux dire, alors, c'était des histoires de résistance, hein, ça c'est clair, mais aussi parce que c'est une femme de gauche, qui a été longtemps au Parti communiste. Bon, voilà. À la fin de sa vie, elle était, bon, elle militait plus, elle n'avait plus la force, ni quoi que ce soit, mais dans les années 50, c'était une figure intellectuelle engagée, marquante. Oui, oui, tout à fait. Hein. J'ai cité comment dire, les choses, quoi. Et Marguerite Duras donc, nous quitte le 3 mars 1996 hein, et elle est enterrée au cimetière Montparnasse, je crois, et son dernier compagnon, Yann Andréa, l'a rejoint en 2016, je crois. Oui. Alors, puisque on est dans les histoires familiales, en effet, Annick demande si Marguerite Duras a eu des enfants. Elle a eu un fils, je crois. Alors, oui, elle a d'abord perdu un enfant à la naissance, je crois, en fonction de la naissance. Et elle a eu un fils qui s'appelle Jean, oui. Alors qu'elle a eu d'un monsieur qui s'appelait Mascolo, qui était, je ne sais plus trop quoi, ce qu'il faisait cet homme. En tous les cas, Marguerite Duras a eu quand même tout au long de sa vie de multiples amants. Elle a vécu une forme de mariage à trois à un moment donné avec Robert Anthem et Denis Mascolo. Et elle a eu un fils de Denis Mascolo, effectivement. Bon, pour le reste, sa famille. Bon, sa mère est décédée dans les années 70. Elle est revenue en France. Hein. Le petit frère est mort assez tôt, le grand frère plus tard. Mais Marguerite Duras s'était réconciliée avec sa mère à la fin de la vie de sa maman. Hein. Parce que quand même les rapports ont été extrêmement durs et violents. Hein, je veux dire, c'était assez. Oui, c'est une famille effrayante. Hein, je veux dire. En tous les cas, elle l'a décrit comme ça. Moi, évidemment. Alors il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Euh, quand on rentre dans la biographie des écrivains, il y a, comme d'ailleurs la biographie de toute personne, hein, il y a ce que l'écrivain raconte de lui-même, il y a ce qui s'est vraiment passé, il y a voilà, mais il y a toujours un écart. Moi, ce que je vous dis de Marguerite Duras, moi je la connais pas, j'ai jamais rencontré. C'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai compris de ce qu'elle m'a dit à travers ses écrits, hein, ou à travers ce qu'elle a bien voulu dire à la presse quand elle avait envie de parler, quoi. Hein. Bon, mais vous savez, les écrivains sont d'abord et avant tout des grands menteurs. Donc, je veux dire, Duras n'échappe pas à ça. Hein. Mais bon, après, je ne sais pas.